L'homme qui terrifia le FBI. Adapté d'un podcast de Mr. Barlan. Le matin du 2 février 2012, un homme quitta une autoroute à 4 voies à Anchorage, en Alaska, et entra sur un grand parking enneigé. Il dépassa des dizaines de voitures garées avant de s'arrêter devant une petite cabane peinte en bleu-vert vif. C'était un coffee shop très populaire, appelé Common Grounds, et ce jeune homme y travaillait comme barista. Après avoir garé sa voiture, il s'approcha de la porte blanche réservée aux employés. Il sortit sa clé pour ouvrir, mais en la tournant, il constata que la porte était déjà déverrouillée. Il connaissait la jeune femme qui avait travaillé la veille au soir et qui était censée fermer le café, Samantha Koenig, 18 ans. Même si elle n'était là que depuis environ un mois, elle semblait très sérieuse et n'avait jamais eu de problème à la fermeture auparavant. Le jeune homme haussa les épaules. Il se dit que tout le monde pouvait faire une erreur, puis entra. Presque immédiatement, il remarqua que plusieurs choses semblaient anormales. On aurait dit que Samantha était partie en plein milieu de son service, sans même essayer de ranger. Il y avait des serviettes en papier par terre, des torchons laissés dehors, des gobelets encore sortis. En se dirigeant vers la caisse pour l'ouvrir, il se demanda comment Samantha avait pu être aussi négligente. Puis il introduisit sa clé dans la caisse, et tout comme la porte, elle était déjà ouverte. Quand il tira le tiroir, tout l'argent avait disparu. C'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il y avait eu un vol. La veille au soir, Samantha avait demandé à son petit ami, Dwayne, de venir la chercher après son service au Common Grounds. Dwayne arriva devant le kiosque vers 20h30, soit 30 minutes après l'heure à laquelle son service aurait dû se terminer. Il avait été retenu à son travail, d'où son retard. Quand il arriva, Dwayne regarda autour de lui sur le parking, mais ne vit Samantha nulle part. Le café était entièrement plongé dans le noir et paraissait fermé pour la nuit. Il sortit de son pick-up dans l'air glacial, s'approcha de la vitre du coffee shop et colla son visage contre le verre pour regarder à l'intérieur. Il n'y trouva personne. Tout de suite, Dwayne repensa à la dispute qu'il avait eue avec Samantha plus tôt dans la soirée par message. Elle l'avait accusé de la tromper. Lui avait réagi avec une certaine désinvolture, comme s'il s'en fichait, et cela avait dégénéré en grosse dispute. Alors tandis qu'il retournait vers son camion, il se dit peut-être que Samantha n'avait tout simplement pas envie de le voir après leur dispute. Peut-être qu'à la fin de son service, elle était rentrée avec son père ou avec une amie. Il remonta donc dans son véhicule et lui envoya un message pour lui demander si elle allait bien et si elle était rentrée. Mais après plusieurs minutes sans réponse, Dwayne, malgré leur dispute, se dit qu'il tenait énormément à elle. Il décida donc d'aller chez elle pour vérifier qu'elle était bien là et qu'elle allait bien. Quelques minutes plus tard, il arriva chez elle. Il monta jusqu'à la porte et son père, James, qui élevait seul sa fille, lui ouvrit. Dwayne lui expliqua qu'il n'avait pas vu Samantha à la sortie de son travail et qu'il voulait juste s'assurer qu'elle était rentrée. Mais James lui répondit qu'elle n'était pas là. Il n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Et il ne lui avait pas parlé. Les deux hommes allèrent dans la cuisine de James, s'assirent et commencèrent à appeler Samantha et à lui envoyer des messages pour essayer de comprendre où elle était. Au bout de quelques minutes, le téléphone de Dwayne s'alluma. C'était un texto de Samantha. Le message montrait clairement qu'elle était encore très en colère contre lui, mais elle disait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, qu'elle allait rester chez des amis pendant quelques jours et demandait à Dwayne de prévenir son père. Dwayne montra le message à James. Mais le père de Samantha trouva cela très étrange. Il élevait Samantha depuis qu'elle avait 2 ans, et ils étaient extrêmement proches. Ils se disaient tout. Cela n'avait aucun sens qu'elle ne le contacte pas directement pour lui dire qu'elle allait rester quelques jours chez des amis. Il trouvait tout aussi étrange qu'elle ignore tous ses appels et ses messages, alors qu'il était manifestement inquiet. Les deux hommes restaient réveillés très tard, continuant à appeler, à écrire, espérant obtenir plus d'informations. Mais Samantha ne répondit plus jamais. Le lendemain matin, comme aucun des deux n'avait reçu de nouveaux messages, James se rendit au commissariat d'Anchorage et signala officiellement la disparition de sa fille unique. Après avoir reçu ce signalement, un agent de la police d'Anchorage appela le propriétaire du Common Grounds pour lui poser des questions sur Samantha. Le propriétaire lui répondit que le barista qui travaillait ce matin-là venait justement de les appeler pour leur dire qu'il y avait apparemment eu un vol dans le kiosque et que personne n'arrivait à la joindre.
Le propriétaire précisa qu'il enverrait immédiatement les images de vidéosurveillance de la veille dès qu'il les aurait récupérées. Pendant que la police attendait ces images, certains agents commencèrent à appeler les amis et les proches de Samantha pour savoir si quelqu'un savait où elle était. Mais personne n'avait de nouvelles d'elle. D'autres policiers se rendirent au kiosque pour examiner les lieux par eux-mêmes. Là-bas, ils ne trouvèrent aucun signe de lutte, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Sous le comptoir se trouvait un bouton d'alarme qui n'avait jamais été actionné. Même si le père de Samantha trouvait son dernier message bizarre, la police commença à envisager l'hypothèse selon laquelle Samantha aurait volé le kiosque puis serait partie volontairement. Mais un détail posait problème. Comment était-elle partie ? Elle n'avait pas de voiture ce soir-là, et elle n'aurait pas pu partir à pied, vu le froid extrême et le mauvais temps. Encore elle, ce n'est pas vraiment une ville où on circule facilement à pied. Donc si Samantha disait vrai et qu'elle passait juste quelques jours chez des amis, pourquoi aucun des amis ne savait où elle était ? La réponse arriva plus tard dans la journée, lorsque le propriétaire du café remit les images de vidéosurveillance à la police. La vidéo, qui n'a pas de son, commence vers 20h le 1er février 2012, le soir de la disparition de Samantha. On y voit Samantha seule dans le kiosque, elle travaille, sourit, semble occupée. Puis à un moment, quelqu'un, qu'on ne voit pas car il est hors champ, s'approche de la fenêtre et commande une boisson. Samantha se tourne vers cette personne, semble prendre la commande, puis commence à préparer la boisson. Quand elle a terminé et se retourne pour la remettre, elle recule brusquement et lève les bras. Quelques secondes plus tard, elle tend le bras pour éteindre les lumières du kiosque. Ensuite, elle se met à genoux, le dos tourné à la fenêtre. Elle reste ainsi sans parler ni bouger pendant environ 1 minute avant de se relever lentement et de marcher jusqu'à la caisse. Elle l'ouvre, prend de l'argent, puis revient vers la fenêtre et semble remettre l'argent à une silhouette de l'autre côté. Ensuite, Samantha se remet à genoux, dos à la vitre. 2 minutes passent avant que cette personne, à l'extérieur, ne passe tout le haut de son corps à l'intérieur du kiosque par la fenêtre. Elle se penche vers le bas, semblant attacher les mains de Samantha. Comme l'intérieur est désormais plongé dans le noir, les images sont extrêmement granuleuses, et il est impossible d'identifier clairement la personne. On distingue seulement qu'il s'agit probablement d'un homme portant un gros sweat et une casquette rabattue très bas sur le visage. Quand il a fini de lui attacher les mains, il passe complètement à l'intérieur du kiosque, referme la fenêtre derrière lui, relève Samantha, lui plante une arme dans le dos, puis la force à sortir par la porte réservée aux employés. Ensuite, il la fait traverser le parking jusqu'à un pick-up blanc, la fait monter à l'intérieur, puis ils s'en vont. Au cours des jours suivants, la police et le FBI, qui avaient été appelés à participer à l'enquête, se retrouvèrent face à une série d'impasses. Il n'y avait pratiquement aucune preuve à part cette vidéo de mauvaise qualité qui ne permettait pas d'identifier l'homme qui avait emmené Samantha. Pendant ce temps, James, le père, mobilisa presque toute la population d'Anchorage, presque 300 000 personnes, pour aller chercher sa fille. Son engagement fut si fort qu'il attira l'attention des grands médias nationaux. Et l'histoire de Samantha fit bientôt la une à travers tout le pays. Cela poussa des inconnus à donner des milliers de dollars pour constituer une récompense destinée à quiconque fournirait des informations sur l'endroit où se trouvait Samantha. Mais malgré cette récompense qui augmentait de jour en jour, malgré l'intérêt national grandissant, personne ne se manifesta avec des informations utiles. Samantha, de son côté, ne contacta ni Dwayne ni son père. Puis, le 24 février, soit 3 semaines après sa disparition, Dwayne reçut un message depuis le téléphone de Samantha. Le message lui indiquait de se rendre à un panneau situé dans un parc public voisin. Dwayne et James lurent le message, le montrèrent à la police, puis se précipitèrent vers le parc. Ils y arrivèrent 15 minutes avant les policiers. Ils franchirent les grilles, suivirent l'allée principale et s'arrêtèrent devant le panneau. C'était en réalité un tableau d'affichage. Accroché dessus se trouvait un sac plastique refermable. À l'intérieur, il y avait une note de rançon dactylographiée, ainsi qu'une photo en noir et blanc de Samantha, photocopiée directement sur la note. Sur cette photo, Samantha a l'air hébétée. Son visage est vide, elle ne regarde pas directement l'objectif, mais juste à côté. À côté d'elle, un homme tient un exemplaire du journal Anchorage Daily News, daté du 13 février 2012. C'était une photo de preuve de vie.
Le ravisseur montrait ce journal pour faire croire que Samantha était vivante au moins jusqu'au 13 février, pour tous ceux impliqués dans l'affaire, y compris son père. Malgré l'horreur de la situation, une forme de soulagement, au moins pensait-il, elle était encore vivante, une semaine plus tôt. Quant aux exigences de la rançon, James devait déposer immédiatement $30 000 sur le compte bancaire de sa fille, et en échange, elle serait libérée. Comme le FBI le lui conseilla, James déposa seulement une partie de la rançon sur le compte. Ensuite, le FBI attendit et surveilla. Il savait que si quelqu'un tentait de retirer de l'argent, il pourrait peut-être remonter jusqu'à lui grâce à la carte bancaire. Quelques jours plus tard, 3 retraits eurent lieu à Anchorage. Mais chaque fois que le FBI recevait une alerte et se rendait sur place, la personne avait déjà disparu. Les images de sécurité de ces 3 distributeurs montraient un homme portant un masque de ski et de grosses lunettes de soleil. Impossible à identifier. Après ces retraits, plus rien pendant plus d'une semaine. Puis, le 7 mars, de nouveaux retraits eurent lieu, cette fois en Arizona, puis au Nouveau-Mexique, puis au Texas. Là encore, les autorités arrivent toujours quelques instants trop tard. Mais cette fois, elles eurent enfin une piste. Sur l'une des vidéos tournées à un distributeur au Texas, elles purent voir la voiture dans laquelle le suspect montait avant de partir. Une petite berline, une Ford Focus blanche. Elles le virent prendre l'autoroute en direction de l'Est. Les autorités texanes reçurent donc l'ordre de rechercher ce véhicule dans ce secteur. Et le 13 mars, un policier texan repéra la voiture sur le parking d'un hôtel. Il attendit à proximité jusqu'à ce qu'un homme d'une trentaine d'années sorte de l'une des chambres, descende vers le parking et monte à bord de la voiture. Le policier le suivit discrètement, attendant la moindre infraction pour pouvoir l'arrêter. Puis, avec l'aide de son radar, il constata que l'homme roulait légèrement au-dessus de la vitesse autorisée. Alors, il le contrôla. Le policier s'approcha de la vitre côté conducteur, déjà baissée. L'homme était très calme. Quand l'agent lui demanda son permis, il lui remit un permis de conduire d'Alaska. Son nom était Israel Keyes. Il avait 34 ans et vivait à Anchorage. Le policier comprit qu'il tenait probablement son homme. Il demanda des renforts et peu après, la voiture fut fouillée. Dans le coffre, les policiers trouvèrent un masque de ski ainsi que des vêtements correspondant à ceux portés par l'homme filmé au distributeur. Ils trouvèrent aussi une arme ainsi que le téléphone portable et la carte bancaire de Samantha. Après son arrestation, Keyes nia d'abord toute implication dans la disparition de Samantha, mais lorsqu'on lui présenta l'ensemble des preuves accablantes, il finit par céder. Il accepta de raconter ce qui était arrivé à Samantha, à condition d'avoir un café americano, une barre Snickers au beurre de cacahuète et un cigare. Une fois servi, il commença à parler. Ce qu'il raconta fut si perturbant et si atroce que le FBI n'a jamais publié l'intégralité de sa confession. Ce qui suit est la version des faits reconstruite à partir des éléments rendus publics. Le 1er février 2012, Keyes avait décidé de cambrioler le kiosque Common Grounds. Il s'était approché de la fenêtre et s'attendant à trouver une adolescente seule à l'intérieur. C'était bien le cas. Samantha était là. Il lui demanda un americano. Pendant qu'elle se retournait pour préparer la boisson, son plan changea soudainement. Il ne voulait plus seulement voler l'argent du coffee shop. Il décida aussi de voler Samantha elle-même. Quand elle se retourna pour lui tendre sa boisson, il sortit discrètement son arme et la braqua sur elle en lui annonçant qu'il s'agissait d'un braquage. C'est à ce moment-là qu'elle recula et leva les mains. Il lui attacha les poignets, entra dans le kiosque, referma la fenêtre derrière lui, puis il bourra la bouche de serviettes en papier pour l'empêcher de faire du bruit. Il la força à sortir, la fit monter dans sa voiture, puis ils quittèrent les lieux. Une fois dans le véhicule, il retira les serviettes de sa bouche et lui dit que si elle essayait de s'échapper ou d'attirer l'attention de quelqu'un, il la tuerait. Selon lui, Samantha obéissait, terrorisée mais essayant de rester calme. À un moment, il prit son téléphone et envoya ce fameux message à son petit ami, disant qu'elle allait passer quelques jours chez des amis et qu'il devait prévenir son père. Ensuite, Keyes expliqua à Samantha qu'il allait la garder en otage pour obtenir une rançon. Samantha lui dit que sa famille était pauvre et qu'il ne pourrait pas tirer grand-chose d'eux. Mais Keyes lui répondit de ne pas s'en faire, qu'il trouverait bien un moyen de réunir l'argent. Ils roulèrent dans Anchorage pendant plusieurs heures, s'arrêtant parfois pour qu'elle puisse aller aux toilettes, et parfois pour qu'il puisse fumer un cigare. Puis vers minuit, Keyes rentra chez lui.
gara sa voiture dans l'allée et demanda à Samantha de se coucher à l'arrière. Il la recouvrit de bâches et lui dit que si elle tentait quoi que ce soit, encore une fois, il la tuerait. Il rentra alors chez lui, où sa fille, de 10 ans, et sa petite amie dormaient profondément. Dans quelques heures, lui et sa fille devaient partir pour la Nouvelle-Orléans afin d'embarquer pour une croisière de luxe pendant 2 semaines. Il ressortit, retourna à sa voiture, banda les yeux de Samantha et la conduisit jusqu'à son cabanon. À l'intérieur, il la fit asseoir sur un seau renversé. Il passa ensuite une corde autour de son cou et fixa l'extrémité à un mur de sorte qu'elle se trouve immobilisée contre la paroi. Puis il monta le volume de la radio à fond afin de couvrir tout bruit qu'elle pourrait faire tout en lui répétant que si elle faisait du bruit, il la tuerait. Malgré tout, d'après lui, elle resta globalement très obéissante. Il lui donna même quelques cigarettes, lui disant que tout allait bien se passer, qu'elle n'avait qu'à rester calme, qu'il obtiendrait de l'argent de la rançon et qu'ensuite il la laisserait partir. Il alluma des radiateurs soufflants pour réchauffer l'endroit, puis il verrouilla la porte et retourna dans la maison. Il vérifia que sa fille et sa compagne dormaient toujours, puis se mit à boire du vin pour se détendre. Un peu plus tard, il prit un verre d'eau et retourna au cabanon. Il donna l'eau à Samantha et déclara qu'elle paraissait très calme. Elle était évidemment terrifiée, mais elle lui demanda s'il avait parlé à son père, s'il avait réglé la question de la rançon. Keyes lui mentit une fois de plus. Il lui dit que oui, qu'il avait parlé à son père, que tout se passait bien, qu'il allait réunir l'argent et qu'elle serait bientôt libérée. Ensuite, il s'approcha d'elle, dévissa les attaches qui maintenaient les cordes contre sa gorge et coupa les liens à ses poignets, lui permettant de se détendre et de se pencher en avant. Il était évident qu'elle se sentit soulagée. Elle pensa que son cauchemar touchait à sa fin. Mais quelques secondes plus tard, il la saisit brutalement, l'attacha de nouveau, et cette fois, bien plus fermement et complètement. Ce n'était qu'une cruauté supplémentaire. Il avait voulu voir sa réaction au moment où elle croyait être libérée, alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de le faire. Il n'y avait pas de rançon. Il n'avait jamais parlé à son père. Tout était faux. Keyes dira plus tard aux enquêteurs que pendant qu'il l'attachait pour la seconde fois, il regarda son visage et vit une expression de résignation totale. Selon lui, elle avait compris ce qui l'attendait. Après cela, il quitta à nouveau le cabanon, verrouilla la porte, retourna dans la maison pour vérifier une fois de plus que sa fille et sa compagne dormaient. Puis il revint, encore une fois, au cabanon. À ce moment-là, quand il entra, l'endroit sentait l'urine et la sueur. Il regarda Samantha qui était terrifiée et finit par l'agresser sexuellement. Ensuite, pendant qu'il se rhabillait, Samantha leva les yeux vers lui et lui demanda avec un calme terrible s'il allait la tuer. Il répondit « oui ». En enfilant ses gants en cuir, elle tenta encore de le faire changer d'avis, mais il lui répondit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il dira plus tard aux enquêteurs qu'il avait été impressionné par le courage de Samantha. Peu avant 4 heures du matin, il la poignarda dans le dos avant de l'étrangler jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Il affirma qu'elle n'avait pas fait un bruit. Après sa mort, il quitta le cabanon, le verrouilla, rentra dans la maison et prit une douche. Puis il réveilla sa fille et lui dit de se préparer, car ils allaient bientôt partir pour l'aéroport. Pendant qu'elle se préparait, il retourna au cabanon, enroula le corps de Samantha dans une bâche et le poussa vers le fond. Il débrancha les radiateurs, éteignit les lumières, coupa la musique, verrouilla le cabanon une seconde fois, puis retourna dans la maison, préparer le petit déjeuner de sa famille. À 5 heures du matin, un taxi arriva. Keyes et sa fille montèrent dedans et partirent pour l'aéroport, puis pour la Nouvelle-Orléans, où ils embarquèrent pour leur croisière de 2 semaines. À leur retour, Keyes retourna dans le cabanon. Il déroula le corps de Samantha et, selon ses propres mots, elle paraissait encore relativement vivante. Il l'habilla avec de nouveaux vêtements, appliqua beaucoup de maquillage sur son visage, lui tressa des cheveux, puis il cousit ses paupières ouvertes pour donner l'illusion qu'elle était encore en vie et alerte. Ensuite, il tint un exemplaire de l'Anchorage Daily News à côté d'elle et prit plusieurs photos, fabriquant ainsi la fameuse preuve de vie utilisée pour la demande de rançon. Après avoir pris ses clichés, il découpa son corps, puis s'en débarrassa dans un lac gelé voisin. On découvrira plus tard que Samantha n'était pas la première victime d'Israel Keyes.
En réalité, il était un tueur en série qui choisissait délibérément des victimes totalement au hasard, simplement parce qu'il aimait les voir mourir. Au fil des années, il avait caché ce qu'il appelait des kill kits un peu partout aux États-Unis, des caches contenant des armes et d'autres outils conçus pour capturer et tuer des gens. Ainsi, peu importe où il se trouvait dans le pays, quand l'envie de tuer le prenait, il pouvait simplement récupérer l'un de ces kits puis s'en prendre à un inconnu choisi au hasard. Il se fichait de l'âge, du sexe, de la corpulence ou du fait que la personne soit seule ou accompagnée. Tout le monde pouvait devenir une cible d'opportunité. Keyes déclara aux enquêteurs que dès l'instant où il avait vu Samantha à l'intérieur de ce kiosque, il avait su qu'il allait la tuer. Tout le reste, la rançon, le braquage, toutes ces histoires n'avaient été qu'un mensonge destiné à la garder docile, à lui laisser croire qu'elle avait une chance de s'en sortir vivante, alors qu'en réalité, selon ses propres aveux, dès l'instant où elle avait franchi la porte de ce kiosque, elle serait condamnée. Il a reconnu le meurtre de Samantha ainsi que celui d'un couple âgé dans le Vermont. Mais en décembre 2012, avant d'avoir révélé l'identité de ses autres victimes, il s'est ôté la vie dans sa cellule. Encore aujourd'hui, on ignore combien de personnes il a réellement assassinées. La meilleure estimation parle de 11 victimes, d'après un dessin qu'il aurait réalisé dans sa cellule. Mais cela reste malheureusement encore aujourd'hui seulement une estimation. I can't see any body. Oh! Is body hair only the armpit hair? What the fuck? Guys, women can have hair in other places as well. What the fuck? Nudity, none, partial, fool. I don't know. Hold on, nudity, physique. Oh. Oh, I like those muscles.